Bien sûr, cette charmante fontaine n'a pas toujours accueilli des fleurs. Pendant de nombreuses années, un joli filet d'eau dégringolait dans le bassin en tintant joyeusement. On venait y remplir les seaux, les pots et les gamelles. On trempait la main dans l'eau fraîche en passant. Les gamins de l'école d'à côté venaient y boire entre deux courses après la classe. On raconte aussi que Joël, l'enfant fée, venait y jouer. Évidemment, il n'aurait pas dû s'approcher de la fontaine où on risquait de l'apercevoir. Comme tous ceux de son peuple, il aurait dû rester caché. Mais c'est bien difficile pour un enfant, fait ou pas, d'obéir toujours aux règles des adultes. La mère de Joël était la fée Maëleg. Elle était arrivée ici bien des siècles auparavant, accompagnant les premiers hommes venus s'installer sur ces coteaux. Aujourd'hui, on dirait d'eux qu'ils étaient des Celtes, peut-être des Allobroges. Le nom de leur clan s'est perdu dans les méandres du temps, mais le souvenir de leur présence est encore vif sur ces collines. Famille après famille, ils sont arrivés avec leurs coutumes, leurs chants, leurs légendes et, bien entendu, leurs dieux, nymphes et fées. Leur chef, Dalak, était un géant, mi-homme, mi-dieu. Il était guerrier quand il le fallait, sage paysan le reste du temps. Redoutable avec ses ennemis, il était sévère avec son peuple, mais juste et toujours bon avec les plus faibles. On disait qu'il était immortel. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais presque. Il allait toujours vêtu d'habits qui le protégeaient des dangers. Ses vêtements gigantesques étaient cousus par la fée Maëleg. Les habits de Dalak, pour être protecteurs, devaient être confectionnés la nuit, tout en haut de la colline, lorsque le vent dormait. Maëleg attachait le fil d'argent à ses chevilles et traçait les points de couture de ses pas légers. C'était comme une danse de petits pas sautés. Un pas dedans, un pas dehors. Un pas dans le monde des hommes, un pas dans le monde des dieux. C'était étrange de voir la fée apparaître puis disparaître au fil de sa couture. Elle parcourait la prairie en une étrange farandole entre les deux mondes. Avec le temps, le peuple de Maëleg s'est fondu, confondu avec d'autres hommes qui sont venus s'installer eux aussi sur ces coteaux et dans les vallées alentours. Les dieux, nymphes et fées sont restés, mais ils sont devenus si discrets qu'on les a presque oubliés. On raconte que Dalak s'est réfugié dans le bois du Devin. Pour le vêtir, Maëleg a continué de coudre ses habits tout en haut de la colline, la nuit, lorsque le vent dormait. Et elle était si jolie, la fée Maëleg, qu'une nuit, un berger qui cherchait un chevreau égaré est tombé amoureux d'elle. De leurs amours est né Joël, l'enfant fée. La vie des fées est tellement plus longue que celle des hommes. Joël restait encore un nourrisson alors que son père était déjà un vieillard. Quand le berger a disparu, Maëleg a pleuré longtemps. Puis les années passant, les sourires de Joël ont guéri le cœur de la fée. Cependant, le petit garçon, mi-homme, mi-fée, s'ennuyait. Il aurait tellement aimé jouer avec les gamins du village, mais c'était interdit. Parfois, il échappait à la vigilance de sa mère et venait s'asseoir en pleine journée sur le rebord de la fontaine. Il faisait naviguer de petites coques de noix en écoutant les enfants répéter leurs leçons dans l'école juste à côté. Il ne pouvait pas, comme sa mère, disparaître d'un pas dans le monde des dieux. Aussi, quand il traînait là un peu trop longtemps, il lui fallait courir à toutes jambes pour ne pas être vu par les écoliers qui sortaient de la classe. La nuit, lorsque Maëleg cousait les vêtements de Dalak en haut de la colline, le petit garçon descendait jusqu'au Rhône. Dans les launes, il jouait avec les animaux du bord de l'eau. Maëleg ne voulait pas qu'il s'éloigne autant, alors l'enfant disait un mensonge pour la rassurer. Quand elle demandait « Où vas-tu, Joël ?» il lui répondait « À la fontaine, maman, pour jouer avec l'eau. Je fais des petits bateaux avec des morceaux de bois. » C'était presque vrai. Il fabriquait de jolis radeaux, mais au bord du fleuve. Enfant fée, il pouvait comprendre et parler le langage des grenouilles, des crapauds et des castors. Les animaux étaient devenus ses amis. Cette nuit-là, Joël a construit un magnifique radeau avec des branches coupées par le castor, un véritable bateau, suffisamment grand pour qu'il puisse monter dessus.
Joël attrape un grand bâton coupé en pointe, il en fait son épée et ainsi armé, le capitaine qu'il est devenu grimpe sur l'embarcation. Du bout de l'épée, il pousse sur la berge et le voilà parti à naviguer dans les launes. Il courbe la tête pour passer sous des branches basses, il évite 2 gros cailloux au milieu du cours d'eau. Joël aperçoit un peu plus loin sur la berge une petite plage qui fera un port splendide. Mais quand il veut accoster, son radeau refuse de lui obéir et le courant l'entraîne à toute allure vers le fleuve, le vrai, le grand Rhône, ses remous et ses tourbillons. Joël panique, il se couche à plat ventre sur le radeau, mais il ne crie pas. Un enfant fait ne doit pas se faire remarquer. Son seul espoir, c'est que le bateau s'échoue sur la berge avant de sortir des launes. Il retient son souffle en apercevant le grand fleuve qui arrive, quand un grand bâton vient se planter devant son radeau et l'arrête brutalement. Joël bascule dans l'eau glacée avant d'en être sorti brusquement par une main puissante. Hissé sur la berge, il se retrouve en face d'un homme qui le dévisage d'un air sévère. D'une voix bourrue, l'homme lui demande « Qu'est-ce que tu fais là, petit ? C'est au fond de ton lit que tu devrais être à cette heure-ci. J'imagine que tes parents ne savent pas que tu joues les pirates sur le fleuve en pleine nuit. Et d'abord, comment tu t'appelles ? Et où est-ce que tu habites ?» Joël, qui a retrouvé ses esprits, a remarqué que l'homme en face de lui porte un gros sac sur le dos. En plein milieu de la nuit, le gamin comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un marchand de commerce, mais bien plutôt d'un contrebandier qui traverse le fleuve aussi discrètement que possible. Sans se démonter, le garçon répond « Je m'appelle Joël. Pour le reste, ça vous regarde pas. Chacun ses secrets. Je suis pas sûre que vous avez tellement envie de me dire ce qu'il y a dans votre gros sac. » La remarque du garçon fait sourire le contrebandier. « D'accord, chacun ses secrets. Je m'appelle Auguste, et c'est vrai que je n'ai pas trop envie de rencontrer les douaniers. Tu sais où ils sont, ces messieurs un peu trop curieux ?» Joël lui répond « Oui, bien sûr, je connais toutes leurs cachettes où ils se mettent pour pincer les gars comme vous qui ont de gros sacs sur le dos. Je peux vous montrer si vous voulez. Vous allez où ?»« Je dois retrouver mon frère qui m'attend à Charraville. »« Ça tombe bien, c'est sur ma route. Par contre, c'est rempli de douaniers là-bas. Vous aurez bien besoin d'un guide comme moi qui connaît le coin. » Auguste hésite. Le gamin peut l'aider, mais il risque aussi de faire du bruit et de les faire repérer. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Joël précise « Je sais marcher sans faire crisser les graviers ni craquer les branches, et puis j'ai l'habitude de tenir ma langue. » Décidément, Auguste trouve cet enfant bien sympathique. Il lui répond « C'est entendu, tu m'accompagnes, mais sèche-toi d'abord, tu vas prendre froid tout mouillé comme ça. » Le contrebandier tend son écharpe à l'enfant, Joël se sèche rapidement, il est tout excité de partir en baroude avec son nouvel ami. Ils sortent des launes par un petit chemin de terre caché entre de grandes herbes. Ils évitent le hameau des Nappes, traversent la route après les Perrots vers le bois et remontent par Sablonnais en faisant un grand détour pour ne pas passer à côté de la maison des douaniers. Arrivé près de Buvin, Joël chuchote « On pourrait pas passer à la fontaine, j'ai soif. Mais il n'y a jamais personne au village à cette heure-ci, ils dorment tous. » « D'accord, mais fais vite. » Joël grimpe sur le bord du bassin pour boire l'eau qui coule. Auguste guette les rues, quand Maëlègue apparaît tout d'un coup juste à côté d'eux. Le contrebandier ne l'a pas vu venir, il ne l'a pas entendu arriver, il sursaute, surpris par la jeune femme. Au bruit qu'il fait, Joël se retourne, et quand il voit sa mère, il se précipite dans ses bras. Puis, aussitôt, il s'écarte, et il lui explique comment Auguste l'a sauvé, et aussi qu'il doit rejoindre discrètement Charraville. Maëlègue gronde son fils qui lui a désobéi, mais surtout, elle remercie le contrebandier qui lui a ramené sain et sauf son enfant. Auguste, lui, dévisage la jeune femme qui est si délicieusement jolie avec ses longues tresses qui brillent doucement dans la lumière de lune. Le contrebandier ne songe pas un instant qu'elle pourrait crier, donner l'alerte et le faire arrêter. C'est sans doute son regard doux et paisible. C'est sans doute le regard doux et paisible de la jeune femme qui le rassure. Maëlègue et Joël accompagnent Auguste un petit bout de chemin pour le mettre sur la bonne route. Ils le laissent partir seul à la sortie de Buvin. Auguste les remercie tous les deux, sans se douter que c'est la main d'une fée qu'il vient de serrer. La mère et le fils regardent le contrebandier s'enfoncer dans l'obscurité. Quand il a disparu, Joël a dit à sa mère d'un ton boudeur «
Oh, dommage qu'il s'en aille, Auguste. Je me suis bien amusée avec lui. C'était drôle de se cacher à deux. Sa mère le reprend aussitôt. Ce n'est pas un jeu, Joël. Cela peut être très dangereux. Et tu le sais bien, les humains ne peuvent pas être nos amis. Notre vie n'est pas la même. Souvent ils ont peur de nous et parfois ils peuvent nous faire du mal. Maman, mais enfin, tu vois bien qu'Auguste que nous ferait pas de mal. T'as vu, il est gentil. Et tes yeux disent que t'as envie de le revoir. En ébouriffant les cheveux de son fils, Maëlègue le gronde gentiment. Arrête de dire des bêtises. Mes yeux disent juste qu'il est temps de partir. Maëlègue, en tenant son fils par la main, va l'entraîner dans le monde invisible des dieux, quand tous les deux entendent 3 coups de fusil. Ils se regardent et tout de suite ils pensent à Auguste qu'ils viennent juste de laisser. Ils reviennent en arrière et ils le trouvent caché dans un buisson, les douaniers à quelques pas seulement. Alors Maëlègue prend la main du contrebandier dans la sienne, son fils de l'autre côté, et elle les emporte tous les deux dans sa danse. 3 pas dans le monde des hommes, 3 pas dans le monde des dieux, et Auguste disparaît sous les yeux éberlués des douaniers. Ce qu'Auguste a vu dans le monde des dieux, il ne l'a jamais dit. Quant à la contrebande, il ne s'y est plus risqué. Il a cependant continué certaines nuits à traverser le Rhône sur sa barque à fond plat. En secret, sur la colline, il rejoignait la fée Maëlègue qui l'entraînait dans sa danse gracieuse. Ces visites ont duré plusieurs saisons, jusqu'au jour où une jolie bergère a su accrocher le cœur du jeune homme de l'autre côté du fleuve. La fée Maëlègue, au regard plein de sagesse, a compris qu'Auguste veuille choisir une femme qu'il pourrait aimer sans se cacher, une épouse qui vieillirait avec lui. Quelque temps plus tard, un petit frère est né à Joël, et depuis ce jour, l'enfant fée ne s'est plus jamais ennuyé.